Absolument. À un moment donné, je me suis dit, je me sens tellement proche d'eux qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre du spirituel. Et comme l'idée de Dieu n'était pas quelque chose, alors c'était une notion avec laquelle j'étais pas très très claire, mais justement suffisamment pas claire pour pouvoir opérer une recherche. Et je me suis j'ai envisagé une procédure de conversion, mais qui m'a enrichi, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que la religion telle que je l'avais vécue dans ma famille, c'était celle qui était passée par le filtre de la religion qui m'était arrivée par le prisme de ma famille. C'était quelque chose d'extrêmement masochiste, c'était toujours la négation de soi. Alors ma mère m'a expliqué que nous aurions été dans ma famille dans un milieu janséniste. Alors là, tout est clair maintenant, parce que comme je suis historienne et un petit peu spécialiste du jansénisme, effectivement, la vision qu'avaient les jansénistes, qui étaient des catholiques, hein, mais la vision qu'ils avaient du monde, c'est que la vie est une vallée de larmes, on est là pour souffrir, on souffre jamais assez, tout plaisir est proscrit, etc. Et moi, la religion telle que je l'avais vécue, c'était ça. Et moi, ce que j'ai découvert, donc toute revendication d'existence de ma part était a priori exclue. Être en accord avec le bon Dieu, c'était être rien, être une sous-merde, être... bon. Et j'ai appris l'inverse. Accomplis-toi, deviens toi-même. La plus belle maxime que j'ai retenue de cette période, c'est « Im eineni li mili ». Si je ne suis pour moi, qui ? C'est-à-dire, je suis là pour m'accomplir. Et la deuxième partie de la maxime est aussi belle. Imani le atzmi ma'ani. Si je ne suis que pour moi, si je suis égoïste, que suis-je? On n'est rien tout seul. Mais d'ailleurs, quand on y regarde bien, le christianisme, c'est ça. Devenir soi-même, avec l'amour des autres, par l'amour des autres. C'est la même chose, c'est la même base. Sauf que, en fréquentant les juifs, je ne l'ai non seulement appris, mais je l'ai vécu. Et on m'a expliqué. Les gens que j'aimais là-bas, mon cher Yankele me disait, deviens toi-même. J'espère que tu vas bien. Et un jour, c'était un cours, alors on était quelques-uns à vouloir suivre la démarche, et on parlait de l'amour du prochain. Alors je sais que ça se dit en hébreu, c'est dans le Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en arabe, ça se dit ahub jarak. Aime ton prochain aussi. C'est vraiment universel. Et j'ai dit, c'est qui mon prochain? Ah ben c'est d'abord le juif. Ah j'ai dit non, ça non. Je suis partie, je suis jamais revenue. J'avais atteint le... Et puis alors, je suis retourné au kibbutz, et puis après, etc. etc. Mais ça, non. Et c'est dans quel cadre qu'on vous a dit cela on était en train de parler des devoirs quotidiens. Alors, parmi les devoirs, il y avait l'amour du prochain. Et c'est qui le prochain? Ah, c'est juif. Ah, j'ai dit non. Non. Pour moi, non. Ça s'est écroulé d'un coup. Mais mes amis israéliens, ils ne raisonnaient pas comme ça. Mais eux, ils me disaient, de toute façon, alors ils étaient contre, ils me disaient, mais t'es dingue, tu vas pas te convertir, tu vas tomber dans des salopards et tout. Alors je dis d'abord, c'est pas parce que c'est des religieux que c'est des salopards, moi je raisonne pas comme ça. En plus de ça, je leur disais, faites-moi la paix, je veux essayer, je veux voir. Et tous mes amis du kibbutz, les gens qui m'étaient le plus chers, me disaient, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et en fait, je sais pourquoi ils voulaient pas. Parce qu'ils me disent, eux, ce qui les intéresse, c'est pas notre idéal à nous, c'est leur idéal judéo-centré. Donc eux, ils savaient, mes amis israéliens savaient que j'allais me heurter à ça. Et quand je suis arrivé au kibbutz en disant j'ai arrêté, ils m'ont dit bon ça va, bienvenue à la maison. On savait qu'ils ne tiraient pas au bout. Donc eux, ils se considéraient comme, c'était avant que je découvre hein, les Palestiniens, mais de leur point de vue à eux, c'était évident que si je rentrais dans une démarche religieuse, j'allais tomber dans le ghetto, quoi. Ils m'ont dit ne fais pas ça, d'abord ça ne te conviendra pas. Mais je dis on verra bien, et puis c'est eux qui avaient raison. Sauf qu'à l'étape suivante, c'est moi qui dis, non mais attendez, les Arabes, ils sont pas différents de vous. Quoi. Parce que je ne crois pas me tromper si je vous dis que ce sont bien les religieux du ministère de l'Intérieur qui gèrent les conversions. Oui, tout à fait. Non, mais les conversions, moi j'avais fait ça à Paris, et j'ai pas fait ça là-bas. Hein. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur, c'est consistoire. Donc là, j'ai rencontré des gens tout à fait honorables, hein. Moi je renie rien, je ne renie rien. Mais pas pour moi, c'est tout. Mais alors pour parler à un sujet d'un sujet que les habitués d'égalité et réconciliation, comme visiteurs ou comme membres connaissent bien, le Talmud, j'ai jamais approché, ni de près ni de loin. Je n'ai pas approché ça. J'ai lu des tas de trucs, j'ai lu les maximes des pères, j'ai lu des choses très très belles, très très belles. D'où est issu le christianisme? Je veux dire, il y a une filiation directe. Il y a un judaïsme ancien magnifique qui n'est pas lié à un état politique et qui n'est pas replié sur lui-même. Et c'est ce judaïsme-là, je l'ai approché. Mais quand j'ai vu qu'il fallait, pour pouvoir obtenir la conversion, que je décrète que mon prochain c'était le juif, non.
Puis je n'ai pas balancé 5 minutes. Ça s'est arrêté comme ça. Clic. Moi, j'ai découvert qu'un juif religieux, c'est pas forcément un sioniste. Et que s'il est sioniste, c'est quelquefois... Enfin, moi, j'avais une amie, Esther, elle se disait sioniste. Alors, je lui dis, oui, d'accord, bon, explique-moi. En fait, elle s'en foutait, du tiers comme du quart. Ce qu'elle voulait, c'était vivre à Jérusalem et pouvoir aller au Kotel, c'est-à-dire au mur. Mais je lui dis, mais s'il y avait un drapeau palestinien, mais tu sais très bien que je pourrais pas. Ben, je lui dis, je sais pas. Qu'est-ce qui dit que tu pourrais pas s'il y avait un drapeau palestinien? Elle dit, parce que les Arabes me laisseraient pas. Je lui dis, mais s'ils te laissaient? Ah, je m'en fous, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, le drapeau israélien, elle s'en fichait. Mais elle avait comme un disque rayé que les Arabes voudront pas, les Arabes voudront pas. Je lui dis, mais attends, c'est peut-être pas les Arabes qui veulent pas, c'est peut-être toi qui veux pas des Arabes. Alors, bon, il me semble que non. Mais elle n'était pas du tout fanatique. Donc ça, son approche de la religion, moi, elle me convenait tout à fait. C'est profondément humain et je ne la sentais pas méprisante vis-à-vis des Arabes. Alors je ne peux pas dire qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour les approcher, puisqu'elle n'en connaissait pas. Mais à la limite, ce n'était pas son problème, mais c'est pas elle la fanatique. Elle n'est pas du tout fanatique. Du tout, du tout. C'est un terme que j'ai inventé. C'était pendant que j'étais à Givat Raviva. Il y a eu un jour des colons qui se sont fait casser la figure par des Palestiniens, je crois que c'était dans le territoire de Gaza. Et il y a eu une interview des gens qui avaient été, des Israéliens qui avaient été témoins de cette attaque. Et on les entendait qui disaient, et ces gens-là ont été attaqués uniquement parce qu'ils sont juifs. Alors c'était quand même extraordinaire. Il y a des colons, c'est-à-dire des gens qui vont chez les autres et qui s'installent en disant je suis chez moi, qui commettent toutes les exactions possibles et imaginables, mais quand on leur tape dessus, c'est uniquement parce qu'ils sont juifs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Mais j'ai trouvé ça absolument odieux. Et en hébreu, uniquement parce qu'ils sont juifs, c'est Rak Biglal Shehem Yehudim. Et en prenant la première lettre de chaque mot, j'ai inventé un acronyme qui dit Rabashi. C'est uniquement parce qu'ils sont juifs. C'est Rabashi. C'est-à-dire que si un soldat qui garde une colonie prend un caillou, c'est pas parce que c'est un soldat qui garde une colonie, c'est uniquement parce qu'il est juif. Si enfin, quels que soient les trucs qui arrivent, quels que soient les gestes de résistance des Palestiniens à la situation qui est la leur, c'est jamais parce qu'ils se défendent, c'est uniquement parce que les autres sont juifs. Et alors là, je trouvais ça absolument insupportable. Donc j'ai inventé Rabashi. Rabashi, Rak Biglal Shehem Yehudim. Si on essaye de les mettre dehors, c'est pas du tout parce qu'ils ont pris la place, c'est Rak Biglal Shehem Yehudim, c'est Rabashi. Et bon, j'en pouvais plus au bout d'un moment, je pouvais plus supporter, quoi. D'ailleurs, j'ai quitté Givat Raviva à cause de ça, parce que je pouvais pas passer mes journées à entendre des justifications de ce type. Alors, la ville palestinienne d'Oum el-Fahem, qui a été communiste pendant des années. Pourquoi? Parce que les Arabes israéliens avaient comme seule possibilité d'appartenir à un parti politique reconnu, vraiment binational, c'était le Parti communiste. Donc les Palestiniens qui voulaient faire de la politique, ils s'affiliaient au Parti communiste, même s'ils n'étaient pas plus communistes que moi. Et donc il y a eu pendant des années, la municipalité d'Oum el-Fahem, il y avait le drapeau rouge. Et puis les choses ont évolué, et puis un jour les communistes se sont fait mettre dehors, et puis aujourd'hui il y a le drapeau vert. C'est-à-dire que les islamistes ont pris la place des communistes. Alors je peux pas dire que ce soit vraiment une grosse perte, parce que parmi les communistes que j'ai vus, je ne dis pas tous, hein, il y en a des extrêmement sympas et de parfaitement honorables, enfin il y en avait, ils étaient surtout là pour prendre les places de notables. On est toujours bien quand on est notable, que ce soit dans un village arabe ou dans une ville française, là, la notabilité, c'est partout la même chose. Donc c'était pas forcément une grosse perte, surtout que les islamistes en arrivant ont fait un travail que les nationalistes et les communistes n'avaient pas fait. Ils ont creusé des égouts, ils ont construit des écoles propres, ils ont fait des tas de trucs, mais enfin ils ont beaucoup imposé leurs lois à des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, et surtout les Israéliens ont laissé l'argent rentrer à flot pour eux, alors qu'ils les empêchaient de passer quand c'était les nationalistes. C'est là que je me suis dit qu'il y avait quand même une sacrée complicité. Parce que pourquoi est-ce que les islamistes ont brusquement pu creuser des égouts et que les nationalistes ne pouvaient pas? C'est parce que l'argent n'arrivait pas aux nationalistes et que l'argent est arrivé aux islamistes. Pourquoi? Je laisse comprendre qui voudra. À un moment donné, Oum el-Fahem est une ville qui est devenue propre, avec une route, il n'y avait plus de nid de poules, il y avait des ordures, il y avait du ramassage scolaire, on a construit des mosquées, l'argent rentrait. Or, Israël est toujours, enfin, Oum el-Fahem est toujours une ville arabe en Israël, avec les mêmes frontières que quand c'était le drapeau rouge. L'argent n'arrivait pas, et après il est arrivé. Ne me demandez pas aujourd'hui.
Ça fait 20 ans que j'y suis pas allée, donc je ne peux pas faire le point. Je parle de ce qui se passait début des années 90. C'est à peu près à la même époque. J'ai rencontré un jour dans une manif, une manif du 1er mai, une dame qui s'appelait Arna Mer, qui était la sœur d'un des membres du kibbutz dont j'étais le plus proche, et qui m'a vu complètement misérable. Enfin, elle voyait bien, elle savait à quel point j'aimais mon kibbutz, elle sentait que j'étais complètement déchiré. Et elle m'a dit, viens avec moi, je vais te remonter le moral. On fait des trucs. Alors elle était mariée, divorcée d'ailleurs, mais enfin bon, toujours en très bon terme avec un Palestinien. Elle avait donc des enfants qui étaient à la fois juifs, à la fois arabes. Enfin, c'était ce qu'il me fallait. Et elle me dit, tu viens quand tu veux. Alors un jour, je débarque. Hein, et elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, je veux voir Gaza. Ah ben, je t'emmène à Gaza. Et elle m'emmène à Gaza. De Haïfa, il y a une trotte quand même. Oh, alors là, j'aurais pas cru que c'était possible. Mon Dieu, comment peut-on? Alors là, c'est infernal. Et ce que je sais de Gaza, c'est que j'ai dû aller 4 ou 5 fois, et que la dernière fois que j'y suis allé, c'était pire que la première, et que je sais que ça a encore empiré depuis. Je dis là, la réalité, j'ai dit, alors là, quand mes amis israéliens disent qu'on ne veut pas aller à Gaza, parce que c'est pas chez nous, j'ai dit, là, c'est trop facile. Il faut aller voir ce que c'est que Gaza. Comment les gens sont entassés les uns sur les autres, comment il n'y a pas de route, comment il n'y a pas d'eau, comment il n'y a pas de... L'eau du robinet est jaune, vous mettez des fleurs dans de l'eau du robinet, elle meurt. C'était un concentré de misère. Oh, c'est insoutenable, c'est insoutenable. J'ai dit, mais alors c'est... c'est insoutenable. Gaza, c'est pas possible. Gaza, c'est pas possible. Puis après, je suis allé dans le camp de réfugiés de Daesh, puis après, je suis allé... Partout, c'est... Non, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Là, c'est trop facile de ne pas vouloir voir. C'est insupportable. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je dis... On ne peut pas être complice de ça. On ne peut pas être complice de ça. Et de savoir que ces populations, ça fait des générations maintenant, que chaque jour est pire que la veille, et qu'ils n'ont aucun espoir que demain ça aille mieux, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas. Moi, je ne peux rien faire de plus que ce que je fais. C'est de témoigner. Ben, je dis allez-y, et maintenant on ne peut plus rentrer à Gaza. Moi, la dernière fois que j'ai voulu rentrer à Gaza, je suis rentré. Oh, j'étais dans le viseur, hein. Mais je suis rentré quand même. Là maintenant, mes amis israéliens me disent c'est même pas la peine, on rentre plus, on n'entre plus. Et puis même les bateaux n'arrivent pas à passer. Alors que Gaza, c'est quand même une côte. C'est insupportable. Et même les camps de réfugiés que j'ai vus. Ah, puis après avec le bouclage, 3 heures pour faire 3 heures de queue pour faire 20 km, alors qu'au bout des 20 km, il y a un hôpital où on travaille. Non, j'ai vu des trucs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est insoutenable. Tous les jours, c'est pire que la veille. Moi, je veux bien que le monde se soit réveillé, mais il fait quoi, le monde, avec son réveil? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi pour que les Palestiniens, puis une mère palestinienne, puisse emmener son enfant à l'école et le rechercher en étant sûr de le retrouver? On fait quoi? Qui fait quoi? Moi, j'ai vu des gens faire des trucs extraordinaires. J'ai vu notamment Bon, alors après, c'est le sujet d'autres livres que j'ai écrits par la suite, mais enfin, des médecins, des infirmières, des auxiliaires de santé qui se défoncent, qui font des kilomètres à pied pour contourner des barrages, pour aller donner des soins gratuits aux plus pauvres. C'est extraordinaire, l'humanité qu'il y a là-dessous. C'est extraordinaire, la solidarité. Et y compris, alors, là je ne me prive pas de le dire, mais des Israéliens, j'ai vu des Israéliens aussi passer les barrages et aller porter secours de l'autre côté. J'ai vu des trucs formidables, mais le monde il fait quoi? Rien. Tous les jours c'est pire que la veille. Tous les jours c'est pire que la veille. La dernière fois que j'ai parlé avec une Palestinienne, elle était maman de 2 ou 3 enfants, elle me dit, je n'ai rien à offrir comme perspective à mes enfants. Rien, rien. Depuis que je suis née, chaque jour a été pire que la veille. Et j'ai des enfants, j'ai rien à leur offrir. Rien, rien, rien. On avait un peu de terre, on n'en a plus. On avait un peu d'eau, on n'en a plus. C'est insupportable. C'est insupportable. Ils se cachent bien. Je sais pas, moi j'ai écrit des livres, on les a pas lus, on les a publiés, on les a pas fait connaître, on les a pilonnés. Tous les témoignages que j'ai voulu faire, alors j'ai été reçu, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences, j'ai dû en faire pas loin de 300, mais il n'y a pas eu de relais. J'ai été reçu dans des paroisses, beaucoup par les catholiques. Alors c'est marrant parce que c'est comme ça que j'ai renoué finalement avec le catholicisme.
c'est que c'est au Comité catholique contre la faim et pour le développement qu'on m'a tendu le micro, qu'on m'a dit tiens, si tu as quelque chose à dire, vas-y dis-le, nous on t'écoute. Puis ils m'ont écouté, puis ils m'ont publié, puisque j'ai publié après plusieurs livres chez eux. Mais la grande presse n'a pas fait rien, je suis inexistante. Je suis médiatiquement inexistante alors que ça fait 20 ans que j'écris et que je publie. Y compris le mouvement de défense des Palestiniens, Rien. Autoproclamé comme tel. Rien. Marion Sigon ne connaît pas. J'écris des bouquins, il va y avoir une recension dans le monde diplôme, machin et tout, sur tous les bouquins sur les livres, sauf sur le mien. On ne parle jamais de mes livres. On les pilonne. On n'en parle pas. On les relaie pas. À cause Jamais. de quoi, selon vous? Je ne sais pas. Je pose la question. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi personne ne sait que j'ai écrit des livres qui sont, paraît-il, pas mal? Alors, il y a des gens qui les lisent, mais personne n'en parle. Sauf vous. Mais ça, c'est tout le monde, ça. Tous les gens qui vont en Israël et qui ont fait le moindre détour par chez les Arabes, ils passent à travers cette épreuve-là. C'est-à-dire que pour pouvoir monter dans l'avion, alors ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, il faut peut-être réactualiser. Moi, je vous raconte comment c'était du temps que j'y allais. Pour monter dans l'avion, vous passez un service de sécurité qui vous pose des tas de questions. Est-ce que vous avez fait votre valise? Est-ce que quelqu'un a pu voir votre valise depuis que vous l'avez fermée, etc. Puis où étiez-vous hier soir, puis la semaine dernière, etc. Puis est-ce que vous êtes allé chez les Arabes? Alors si vous dites non, puis qu'on trouve un petit machin, un petit indice où vous avez menti, on va vous emmerder. Donc il faut dire la vérité. Si vous êtes allé chez les Arabes, vous allez dire oui, vous étiez chez qui et comment. Et puis à moi, on m'a fait rater mon avion un jour comme ça. Alors j'avais vu le président un avocat qui était représentant des droits de l'homme en Israël. J'étais allé le voir avant de repartir. Je lui ai dit je repars avec des trucs, des contes en arabe pour enfants et tout. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit dites la vérité. De toute façon, est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher? Je lui ai dit moi rien du tout. Alors, il m'a dit dites la vérité. Ils vont vous emmerder, mais ils ne peuvent rien contre vous. Ben, ça pour m'emmerder, ils m'emmerder. Mais qu'est-ce que j'avais fait de mal? J'étais allé voir les Arabes et alors il y a quelque chose qui l'interdit? C'est quoi? Où est le mal? Où est le problème? On n'a pas le droit d'aller voir les Arabes? C'est quoi le souci? Terroriste? Personne ne m'a terrorisé, moi, là-bas. À part les gars de l'aéroport. Alors là, pour ce qui est de me terroriser, alors là, j'avais les tripes en charpie, mais j'avais rien à me reprocher, alors j'ai repris mon avion le lendemain. Voilà, j'ai téléphoné au consul de France en disant, voilà, je suis bloqué. Alors ils m'ont dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je peux peut-être appeler mon patron, dire que je ne serai pas là demain. Il me dit, je peux faire ça. Il me dit, vous avez besoin qu'on vous repaye un billet? J'ai dit, oui, j'ai pas vraiment les moyens d'en acheter un deuxième. Alors l'ambassade de France m'a repayé un billet, je suis reparti le lendemain, simplement parce que j'avais dit que j'étais allé chez les Arabes. Mais alors on peut pas? Il y a quoi? C'est pas permis? Et si on veut pas passer par Israël pour aller les voir, on passe par où? On est bien obligé de passer par Israël pour aller voir les Palestiniens. Alors on fait comment? Moi je leur ai dit, les derniers qui m'ont enquiquiné, je les ai regardés droit dans les yeux, j'ai dit, vous êtes peut-être mon ennemi, mais moi je suis pas le vôtre. J'ai rien contre vous, moi. Pourquoi vous excitez comme ça? Ils n'étaient pas fiers, les petites jeunettes, là. Et alors, quand je leur avais pas dit que je parlais hébreu, je les ai entendus dire, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle ne joue pas le jeu comme les autres? Il y a égalité-réconciliation. Il y a un pays qui a inventé vérité et réconciliation. C'est l'Afrique du Sud. Pour abolir l'apartheid, ils ont dit vérité et réconciliation. Et il n'y aura pas de réconciliation entre les Blancs et les Noirs tant que la vérité de ce que les Blancs ont fait aux Noirs ne sera pas dite. Donc d'abord la vérité, et ensuite la réconciliation. Et ça a marché. Je crois qu'il n'y a pas de problème en Afrique du Sud. Mais globalement, la ruée des Noirs sur les Blancs n'a pas eu lieu, parce que toutes les frustrations cumulées et les horreurs commises contre la majorité noire ont été dénoncées. Et que les gens qui les ont commises les ont reconnues. Et là, la réconciliation peut avoir lieu. Et c'est ce que je souhaite qu'il se passe dans cette partie du monde qui est quand même, pour pas dire la moitié de ma vie, mais un bon tiers quand même, un bon tiers. C'est ce que je souhaite qu'il se passe, c'est que la vérité soit dite pour que la réconciliation puisse avoir lieu. Aussi longtemps que la vérité ne sera pas dite, rien ne sera possible. Et la vérité, elle n'est pas facile à dire. Elle n'est pas facile à dire.
Les intéresse, c'est pas notre idéal à nous, c'est leur idéal judéo-centré. Donc eux, ils savaient, mes amis israéliens savaient que j'allais me heurter à ça. Et quand je suis arrivé au kibbutz en disant j'ai arrêté, ils m'ont dit bon ça va, bienvenue à la maison. On savait qu'ils ne tiraient pas au bout. Donc eux, ils se considéraient comme, c'était avant que je découvre hein, les Palestiniens, mais de leur point de vue à eux, c'était évident que si je rentrais dans une démarche religieuse, j'allais tomber dans le ghetto, quoi. Ils m'ont dit ne fais pas ça, d'abord ça ne te conviendra pas. Je dis on verra bien, et puis c'est eux qui avaient raison. Sauf qu'à l'étape suivante, c'est moi qui dis non mais attendez, les Arabes ils sont pas différents de vous, quoi. Parce que je ne voudrais pas me tromper si je vous dis que ce sont bien les religieux du ministère de l'Intérieur qui gèrent les conversions. Oui, tout à fait. Non, mais les conversions, moi j'avais fait ça à Paris, j'ai pas fait ça là-bas. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec le ministère de l'Intérieur, c'est le consistoire. Donc là, j'ai rencontré des gens tout à fait honorables, hein. Moi je renie rien, je ne renie rien. Mais pas pour moi, c'est tout. Mais alors pour parler d'un sujet que les habitués d'égalité et réconciliation, comme visiteurs ou comme membres connaissent bien, le Talmud, j'ai jamais approché, ni de près ni de loin. Je n'ai pas approché ça. J'ai lu des tas de trucs, j'ai lu les Maximes des Pères, j'ai lu des choses très très belles, très belles. D'où est issu le christianisme? Je veux dire, il y a une filiation directe. Il y a un judaïsme ancien magnifique qui n'est pas lié à un état politique et qui n'est pas replié sur lui-même. Et c'est ce judaïsme-là, je l'ai approché. Mais quand j'ai vu qu'il fallait, pour pouvoir obtenir la conversion, que je décrète que mon prochain c'était le juge, non. Puis je n'ai pas balancé 5 minutes. Ça s'est arrêté comme ça, clic. Moi, j'ai découvert qu'un juif religieux, c'est pas forcément un sioniste. Et que s'il est sioniste, c'est quelquefois... Enfin, moi, j'avais une amie, Esther, elle se disait sioniste. Alors, je lui ai dit, oui, d'accord, bon, explique-moi. En fait, elle s'en foutait, du tiers comme du quart. Ce qu'elle voulait, c'était vivre à Jérusalem et pouvoir aller au Kotel, c'est-à-dire au mur. Mais je lui ai dit, mais s'il y avait un drapeau palestinien, elle me dit, tu sais très bien que je pourrais pas. Ben, je lui ai dit, je sais pas. Qu'est-ce qui dit que tu pourrais pas s'il y avait un drapeau palestinien? Elle me dit, parce que les Arabes me laisseraient pas. Je lui ai dit, mais s'ils te laissaient? Ah, je m'en fous, ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'en fait, le drapeau israélien, elle s'en fichait. Mais elle avait comme un disque rayé que les Arabes voudront pas. Je lui dis, mais attends, c'est peut-être pas les Arabes qui veulent pas, c'est peut-être toi qui veux pas des Arabes. Bon, il me semble que non. Mais elle n'était pas du tout fanatique. Donc ça, son approche de la religion, moi, elle me convenait tout à fait. C'est profondément humain et je la sentais pas méprisante vis-à-vis des Arabes. Alors je peux pas dire qu'elle faisait beaucoup d'efforts pour les approcher puisqu'elle n'en connaissait pas. Mais à la limite, c'était pas son problème, mais c'est pas elle la fanatique. Elle n'est pas du tout fanatique, du tout. C'est un terme que j'ai inventé. C'était pendant que j'étais à Givat Raviva. Il y a eu un jour des colons qui se sont fait casser la figure par des Palestiniens, je crois que c'était dans le territoire de Gaza. Et il y a eu une interview des gens qui avaient été des Israéliens qui avaient été témoins de cette attaque. Et on les entendait qui disaient « Et ces gens-là ont été attaqués uniquement ». Absolument. À un moment donné, je me suis dit, je me sens tellement proche d'eux qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre du spirituel. Et comme l'idée de Dieu n'était pas quelque chose... Alors c'était une notion avec laquelle j'étais pas très très claire, mais justement suffisamment pas claire pour pouvoir opérer une recherche. Et je me suis j'ai envisagé une procédure de conversion, mais qui m'a enrichi, mais au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que la religion telle que je l'avais vécue dans ma famille, c'était celle qui était passée par le filtre de la religion qui m'était arrivée par le prisme de ma famille. C'était quelque chose d'extrêmement masochiste, c'était toujours la négation de soi. Alors ma mère m'a expliqué que nous aurions été dans ma famille dans un milieu janséniste. Alors là, tout est clair maintenant, parce que comme je suis historienne et un petit peu spécialiste du jansénisme, effectivement, la vision qu'avaient les jansénistes, qui étaient des catholiques, hein, mais la vision qu'ils avaient du monde, c'est que la vie est une vallée de larmes, on est là pour souffrir, on souffre jamais assez, tout plaisir est proscrit, etc. Et moi, la religion telle que je l'avais vécue, c'était ça. Et moi, ce que j'ai découvert, donc, toute revendication d'existence de ma part était a priori exclue. Être en accord avec le bon Dieu, c'était être rien, être une sous-merde, être... bon. Et j'ai appris l'inverse. Accomplis-toi, deviens toi-même.
la plus belle maxime que j'ai retenue de cette période, c'est « Im eineni li mili ». Si je ne suis pour moi, qui? C'est-à-dire, je suis là pour m'accomplir. Et la deuxième partie de la maxime est aussi belle « Imani le atzmi ma'ani ». Si je ne suis que pour moi, si je suis égoïste, que suis-je? On n'est rien tout seul. Mais d'ailleurs, quand on y regarde bien, le christianisme, c'est ça. Devenir soi-même, avec l'amour des autres, par l'amour des autres. C'est la même chose, c'est la même base. Sauf que, en fréquentant les juifs, je l'ai non seulement appris, mais je l'ai vécu. Et on m'a expliqué. Les gens que j'aimais là-bas, mon cher Yankele me disait « Deviens toi-même, j'espère que tu vas bien ». Et un jour, c'était un cours, alors on était quelques-uns à vouloir suivre la démarche, et on parlait de l'amour du prochain. Alors je sais que ça se dit en hébreu, c'est dans le Lévitique. « Ve'ahavta le'reacha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en arabe, ça se dit « ahub jarak ». Aime ton prochain aussi. C'est vraiment universel. Et j'ai dit, c'est qui mon prochain? Ah, ben c'est d'abord le juif. Ah, j'ai dit non, ça non. Je suis partie, je suis jamais revenue. J'avais atteint le. Et puis alors, je suis retournée au kibbutz, et puis après, etc. etc. Mais ça, non. Et c'est dans quel cadre qu'on vous a dit cela? On était en train de parler des devoirs quotidiens. Alors, parmi les devoirs, il y avait l'amour du prochain. Et c'est qui le prochain? Ah, c'est juif. Ah, j'ai dit non. Non. Pour moi, non. Ça s'est écroulé d'un coup. Mais mes amis israéliens, ils ne raisonnaient pas comme ça. Mais eux, ils me disaient, de toute façon, alors ils étaient contre. Ils me disaient, mais t'es dingue, tu vas pas te convertir, tu vas tomber dans des salopards et tout. Alors j'ai dit, d'abord, c'est pas parce que c'est des religieux que c'est des salopards. Moi, je raisonne pas comme ça. En plus de ça, je leur disais, fixez-moi la paix, je veux essayer, je veux voir. Et tous mes amis du kibbutz, les gens qui m'étaient le plus chers, me disaient, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et en fait, je sais pourquoi ils ne voulaient pas. Parce qu'ils me disent, eux, ce qu'ils... C'est à peu près à la même époque. J'ai rencontré un jour dans une manif, une manif du 1er mai, une dame qui s'appelait Arna Mer, qui était la sœur d'un des membres du kibbutz dont j'étais le plus proche, et qui m'a vu complètement misérable. Enfin, elle voyait bien, elle savait à quel point j'aimais mon kibbutz, elle sentait que j'étais complètement déchiré. Et elle m'a dit, viens avec moi, je vais te remonter le moral. On fait des trucs. Alors elle était mariée, divorcée d'ailleurs, mais enfin bon, toujours en très bon terme avec un Palestinien. Elle avait donc des enfants qui étaient à la fois juifs, à la fois arabes. Enfin, c'était ce qu'il me fallait. Et elle me dit, tu viens quand tu veux. Alors un jour, je débarque. Hein, et elle me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, je veux voir Gaza. Ah ben, je t'emmène à Gaza. Et elle m'emmène à Gaza. De Haïfa, il y a une trotte quand même. Oh, alors là, j'aurais pas cru que c'était possible. Mon Dieu, comment peut-on? Alors là, c'est infernal. Et ce que je sais de Gaza, c'est que j'ai dû aller 4 ou 5 fois, et que la dernière fois que j'y suis allé, c'était pire que la première, et que je sais que ça a encore empiré depuis. Je dis là, la réalité, j'ai dit, alors là, quand mes amis israéliens disent qu'on ne veut pas aller à Gaza, parce que c'est pas chez nous, j'ai dit, là, c'est trop facile. Il faut aller voir ce que c'est que Gaza. Comment les gens sont entassés les uns sur les autres, comment il n'y a pas de route, comment il n'y a pas d'eau, comment il n'y a pas de... L'eau du robinet est jaune, vous mettez des fleurs dans de l'eau du robinet, elle meurt. C'était un concentré de misère. Oh, c'est insoutenable, c'est insoutenable. J'ai dit, mais alors c'est insoutenable. Gaza, c'est pas possible. Gaza, c'est pas possible. Puis après, je suis allé dans le camp de réfugiés de Daesh, puis après, je suis allé... Partout, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Là, c'est trop facile de ne pas vouloir voir. C'est insupportable. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je dis... On ne peut pas être complice de ça. On ne peut pas être complice de ça. Et de savoir que ces populations, ça fait des générations maintenant, que chaque jour est pire que la veille, et qu'ils n'ont aucun espoir que demain ça aille mieux, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas. Moi, je ne peux rien faire de plus que ce que je fais. C'est de témoigner. Ben, je dis, allez-y, et maintenant on ne peut plus rentrer à Gaza. Bon, la dernière fois que j'ai voulu rentrer à Gaza, je suis rentré. Oh, j'étais dans le viseur, hein. Mais je suis rentré quand même. Là, maintenant, mes amis israéliens me disent, c'est même pas la peine, on rentre plus, on n'entre plus. Et puis même les bateaux n'arrivent pas à passer. Alors que Gaza, c'est quand même une côte. C'est insupportable. Et même les camps de réfugiés que j'ai vus. Ah, puis après avec le bouclage, 3 heures pour faire 3 heures de queue pour faire 20 km, alors qu'au bout des 20 km, il y a un hôpital où on travaille. Non, j'ai vu des trucs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est insoutenable. Tous les jours, c'est pire que la veille. Moi, je veux bien que le monde se soit réveillé, mais il fait quoi le monde avec son réveil? On fait quoi?
On fait quoi? On fait quoi pour que les Palestiniens, puis une mère palestinienne puisse emmener son enfant à l'école et le rechercher en étant sûr de le retrouver? On fait quoi? Qui fait quoi? Moi j'ai vu des... Oh, j'ai vu des gens faire des trucs extraordinaires. J'ai vu notamment les... Bon, alors après, c'est le sujet d'autres livres que j'ai écrits par la suite, mais enfin des médecins, des infirmières, des auxiliaires de santé qui se défoncent, qui font des kilomètres à pied pour contourner des barrages, pour aller donner des soins gratuits aux plus pauvres, parce qu'ils sont juifs. Alors c'était quand même extraordinaire. Il y a des colons, c'est-à-dire des gens qui vont chez les autres et qui s'installent en disant je suis chez moi, qui commettent toutes les exactions possibles et imaginables, mais quand on leur tape dessus, c'est uniquement parce qu'ils sont juifs. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Mais j'ai trouvé ça absolument odieux. Et en hébreu, uniquement parce qu'ils sont juifs, c'est Rak Biglal Shehem Yehudim. Et en prenant la première lettre de chaque mot, j'ai inventé un acronyme qui dit Rabashi. C'est uniquement parce qu'ils sont juifs. C'est Rabashi. C'est-à-dire que si un soldat qui garde une colonie prend un caillou, c'est pas parce que c'est un soldat qui garde une colonie, c'est uniquement parce qu'il est juif. Si enfin, quels que soient les trucs qui arrivent, quels que soient les gestes de résistance des Palestiniens à la situation qui est la leur, c'est jamais parce qu'ils se défendent, c'est uniquement parce que les autres sont juifs. Et alors là, je trouvais ça absolument insupportable. Donc j'ai inventé Rabashi. Rabashi, Rak Biglal Shehem Yehudim. Si on essaye de les mettre dehors, c'est pas du tout parce qu'ils ont pris la place, c'est Rak Biglal Shehem Yehudim, c'est Rabashi. Et bon, j'en pouvais plus au bout d'un moment, je pouvais plus supporter. D'ailleurs, j'ai quitté Givat Raviva à cause de ça, parce que je pouvais pas passer mes journées à entendre des justifications de ce type. Alors, la ville palestinienne d'Oum el-Fahem, qui a été communiste pendant des années. Pourquoi? Parce que les Arabes israéliens avaient comme seule possibilité d'appartenir à un parti politique reconnu, vraiment binational, c'était le Parti communiste. Donc les Palestiniens qui voulaient faire de la politique, ils s'affiliaient au Parti communiste, même s'ils étaient pas plus communistes que moi. Et donc il y a eu pendant des années, la municipalité d'Oum el-Fahem, il y avait le drapeau rouge. Et puis les choses ont évolué, et puis un jour les communistes se sont fait mettre dehors, et puis aujourd'hui il y a le drapeau vert. C'est-à-dire que les islamistes ont pris la place des communistes. Alors je peux pas dire que ce soit vraiment une grosse perte, parce que parmi les communistes que j'ai vus, je dis pas tous, hein, il y en a des extrêmement sympas et de parfaitement honorables, mais enfin il y en avait, ils étaient surtout là pour prendre les places de notables. On est toujours bien quand on est notable, que ce soit dans un village arabe ou dans une ville française, là, la notabilité, c'est partout la même chose. Donc c'était pas forcément une grosse perte, surtout que les islamistes en arrivant ont fait un travail que les nationalistes et les communistes n'avaient pas fait. Ils ont creusé des égouts, ils ont construit des écoles propres, ils ont fait des tas de trucs, mais enfin ils ont beaucoup imposé leurs lois à des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, et surtout les Israéliens ont laissé l'argent rentrer à flot pour eux, alors qu'ils les empêchaient de passer quand c'était des nationalistes. C'est là que je me suis dit qu'il y avait quand même une sacrée complicité. Parce que pourquoi est-ce que les islamistes ont brusquement pu creuser des égouts et que les nationalistes ne pouvaient pas? C'est parce que l'argent n'arrivait pas aux nationalistes et que l'argent est arrivé aux islamistes. Pourquoi? Je laisse comprendre qui voudra. À un moment donné, Oum el-Fahem est une ville qui est devenue propre, avec une route, il n'y avait plus de nid de poule, il y avait des ordures, il y avait du ramassage scolaire, on a construit des mosquées, l'argent rentrait. Or, Israël est toujours, Oum el-Fahem est toujours une ville arabe en Israël, avec les mêmes frontières que quand c'était le drapeau rouge. L'argent n'arrivait pas, et après il est arrivé. Ne me demandez pas aujourd'hui. Ça fait 20 ans que j'y suis pas allé, donc je ne peux pas faire le point. Je parle de ce qui se passait au début des années 90. C'est extraordinaire, l'humanité qu'il y a là-dessous. C'est extraordinaire, la solidarité. Et y compris, alors, là je ne me prive pas de le dire, mais des Israéliens, j'ai vu des Israéliens aussi passer les barrages et aller porter secours de l'autre côté. J'ai vu des trucs formidables, mais le monde y fait quoi? Rien. Tous les jours c'est pire que la veille. Tous les jours c'est pire que la veille. La dernière fois que j'ai parlé avec une Palestinienne, elle était maman de 2 ou 3 enfants, elle me dit: je n'ai rien à offrir comme perspective à mes enfants. Rien, rien. Depuis que je suis née, chaque jour a été pire que la veille. Et j'ai des enfants, j'ai rien à leur offrir. Rien, rien, rien. On avait un peu de terre, on n'en a plus. On avait un peu d'eau, on n'en a plus. C'est insupportable. C'est insupportable. Ils se cachent bien. Je sais pas, moi j'ai écrit des livres, on les a pas lus, on les a publiés, on les a pas fait connaître, on les a pilonnés.
tous les témoignages que j'ai voulu faire. Alors j'ai été reçu, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférences, j'ai dû en faire pas loin de 300, mais il n'y a pas eu de relais. J'ai été reçu dans des paroisses, beaucoup par les catholiques. Alors c'est marrant parce que c'est comme ça que j'ai renoué finalement avec le catholicisme. C'est que c'est au comité catholique contre la faim et pour le développement qu'on m'a tendu le micro, qu'on m'a dit tiens, si tu as quelque chose à dire, vas-y dis-le, nous on t'écoute. Puis ils m'ont écouté, puis ils m'ont publié, puisque j'ai publié après plusieurs livres chez eux. Mais la grande presse n'a pas fait rien. Je suis inexistante. Je suis médiatiquement inexistante alors que ça fait 20 ans que j'écris et que je publie. Y compris le mouvement de défense des Palestiniens, autoproclamé comme tel. Rien. Marion Sigon ne connaît pas. J'écris des bouquins, il va y avoir une recension dans le monde diplôme, machin et tout, sur tous les bouquins sur les livres, sauf sur le mien. On ne parle jamais de mes livres. On les pilonne. On n'en parle pas. On les relaie pas. À cause de quoi, selon vous? Je ne sais pas. Je pose la question. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi personne ne sait que j'ai écrit des livres qui sont, paraît-il, pas mal? Alors, il y a des gens qui les lisent, mais personne n'en parle. Sauf vous. Mais ça, c'est tout le monde, ça. Tous les gens qui vont en Israël et qui ont fait le moindre détour par chez les Arabes, ils passent à travers cette épreuve-là. C'est-à-dire que pour pouvoir monter dans l'avion, alors ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, faut peut-être réactualiser. Moi, je vous raconte comment c'était du temps que j'y allais. Pour monter dans l'avion, vous passez à un service de sécurité qui vous pose des tas de questions. Est-ce que c'est vous qui avez fait votre valise? Est-ce que quelqu'un a pu voir votre valise depuis que vous l'avez fermée, etc. Puis où étiez-vous hier soir, puis la semaine dernière, etc. Puis est-ce que vous êtes allé chez les Arabes? Alors si vous dites non, puis qu'on trouve un petit machin, un petit indice où vous avez menti, on va vous emmerder. Donc il faut dire la vérité. Si vous êtes allé chez les Arabes, vous allez dire oui, vous étiez chez qui et comment. Et puis à moi, on m'a fait rater mon avion un jour comme ça. Alors j'avais vu le président un avocat qui était représentant des droits de l'homme en Israël. J'étais allé le voir avant de repartir. Je lui ai dit je repars avec des trucs, des contes en arabe pour enfants et tout. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit dites la vérité. De toute façon, est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher? Je lui ai dit moi rien du tout.